Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je ne suis ni sociologue du sport, ni sociologue de l'éducation. Je suis politologue et mon domaine de recherche est notamment la citoyenneté des femmes en Europe et en Amérique latine. Et donc, c'est au titre de politologue qu'on m'a demandé d'intervenir et de développer quelques considérations sur les liens entre égalité et mixité dans nos sociétés démocratiques occidentales. Alors, d'abord un petit plan de ce que je vais faire. Ma démarche va être en 3 temps. D'abord, je vais rappeler la notion d'égalité, comment elle a évolué en termes historiques. On est passé de l'égalité de statut de tous les individus devant la loi à l'égalité qu'on appelle de résultat, mais qui n'est pas réalisée, en passant par l'égalité de traitement et des chances. Et là, je vous montrerai comment on fait les liens avec soit la ségrégation des sexes, soit la non-mixité ou la mixité avec ou sans égalité. Et ensuite, je tirerai des conclusions à la fois d'ordre théorique sur les rapports de genre et d'ordre politique sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre. Alors, premier élément, l'égalité de statut. Son origine, c'est la Révolution française, la Révolution américaine. Tous les individus sont égaux en droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont semblables. Ils sont égaux en droit indépendamment de leurs caractéristiques sociales. C'est dire que les disparités de naissance, de rang social, de statut social n'importent pas. Que la loi est universelle pour chacun d'eux, qu'il n'y a donc pas de privilège et pas de discrimination en principe. Donc, très bien. Sauf que l'égalité de statut dans les faits va autoriser des disparités qui seront des discriminations. Je vous en rappelle quelques-unes, mais qui sont majeures. Disparité de genre. L'égalité de statut va autoriser la mise sous tutelle des femmes par leur mari ou leur père, selon le Code Napoléon, 1804. Et en Belgique, l'égalité dans les régimes matrimoniaux, 1975. Ce n'est pas il y a 100 ans. Disparité de fortune. L'égalité de statut permet le suffrage censitaire basé sur l'impôt et fait du propriétaire la figure dominante de la citoyenneté. On ne parle pas des femmes là-dedans. Et les discriminations de race. Des sociétés démocratiques qui proclament l'égalité de statut, mais ça n'empêche pas l'esclavage. En France, il n'est aboli qu'en 1848. Aux États-Unis, l'apartheid et la ségrégation raciale est abolie en 1965. Donc, face à ça, et au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies vont réitérer le principe de l'égalité, mais en le précisant dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H, donc on ferait mieux de parler de droits humains, mais bon, admettons. Elle va parler d'égalité de traitement. En fait, c'est établir de manière explicite l'interdiction des distinctions de race, de sexe, de religion. Donc c'est une approche explicitement antidiscriminatoire de l'égalité, ce qui n'était donc pas perçu dans l'égalité de statut. Et c'est cette approche antidiscriminatoire qui va être l'outil juridique de mise en application d'un certain nombre de grandes conventions internationales que la Belgique a signées. Puis, petit à petit, et je vous passe les détails historiques, on va passer à l'égalité des chances et l'égalité de traitement. Alors, quand je dis petit à petit, entendons-nous quand même, il faut signaler que vous avez eu le développement de mouvements de femmes, en alliance ou non, cela dépendait avec des hommes
favorable à la cause des droits des femmes, et tant et si bien qu'en 1979 va être signée aux Nations Unies une convention que la Belgique a ratifiée et qui est fondamentale, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Et on va y revenir tout de suite. Donc on va passer de l'égalité de traitement, approche antidiscriminatoire, à l'égalité des chances. Parce qu'on va se rendre compte que, en fait, même l'interdiction formelle n'est pas suffisante. Alors d'où vient cette idée d'égalité des chances? En fait, son origine historique, c'est la lutte des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Et ensuite, les luttes à travail égal, salaire égal, en Belgique, 1967-1974. L'égalité des chances, c'est quoi? C'est en fait l'idée, et après je viendrai tout de suite à la mixité, rassurez-vous, mais quand même, c'est bien de fixer les choses. C'est l'idée qu'il faut égaliser les conditions de départ et qu'à l'arrivée, le ou la meilleure gagne. Donc on est dans un système méritocratique, le meilleur ou la meilleure gagne, et dans un système de libre concurrence. Donc on égalise en principe les facteurs sociaux et culturels de départ. Ça n'implique pas une égalité de résultat, bien sûr, loin s'en faut. Et donc, la revendication d'une égalité de résultat a été portée par ces mouvements de femmes, par ces mouvements féministes. Et là, le raisonnement est différent, et il est important. Parce que dans l'égalité des chances, en amont, en quelque sorte, on raisonne en termes individuels. La compétition entre individus et que la meilleure gagne. Tandis que dans l'égalité de résultats, qui est une égalité des chances en aval, en quelque sorte, on ne ramène plus les choses à des cas individuels. On raisonne de manière statistique et sociologique. On constate que des groupes sociaux entiers sont discriminés, qu'on veuille ou non les discriminer. Ce n'est pas une question de volonté, de complot. Mais on se rend compte que les discriminations font littéralement système, et statistiquement et sociologiquement. Et c'est face à ça que la convention dont je vous parlais tout à l'heure, la convention sur l'élimination des discriminations, va légitimer l'établissement de mesures positives pour compenser ces discriminations, et c'est notamment les quotas de genre sur les listes électorales. Ce sont bien, et j'insiste, c'est important de l'avoir en tête parce que les confusions sont trop fréquentes, ce ne sont pas des droits catégoriels réservés aux femmes, c'est des droits ou aux Noirs américains dans les universités, c'est des droits compensatoires par rapport aux discriminations antérieures. Ce n'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, on en est arrivé à l'idée qu'au fond, l'égalité, ce serait la parité. Ce serait la figure par excellence de l'égalité assimilée à l'équilibre numérique entre hommes et femmes dans les différents postes de responsabilité. Au fond, c'est l'idée de l'égalité, de la mixité parfaite. Alors j'en viens au deuxième temps de ma démarche, l'accès au monde public, à la mixité. Donc, historiquement, pendant l'égalité de statut, c'est la ségrégation des sexes. C'est la non-mixité subie. Il n'y a pas de coprésence, d'interaction entre hommes et femmes dans les différentes sphères de la société. Aux hommes, l'espace public et politique, aux femmes, le privé et le domestique. Donc c'est la séparation imposée qui implique, c'est l'expression d'une domination patriarcale par excellence qui implique l'exclusion des femmes ou leur minorisation tout au moins. Donc qui implique au fond une citoyenneté de seconde zone, de seconde classe.
Donc l'égalité de statut s'accommode de la ségrégation des sexes. Et ça va de pair avec l'idée que les femmes ont une place naturelle et les hommes une place tout aussi naturelle. C'est ce qu'on appelle la naturalisation des places, des fonctions, des activités. Il est normal, naturel qu'une femme fasse le ménage et que les hommes aillent gagner leur vie. Bon, alors, l'accès à l'espace public pour les femmes, c'est vraiment le partage d'un monde commun avec les hommes dans les différentes sphères. Et, en principe, cet accès ne fait pas appel à des appartenances naturalisées. Il n'y a pas le bloc homogène des hommes et le bloc homogène des femmes. Aux hommes, la virilité, la force, l'autorité, la raison. Aux femmes, la féminité, la douceur, l'amour, l'émotion. C'est ce qu'on appelle essentialiser les individus, en faire des traits fixes, comme s'il ne pouvait pas y avoir transgression de ces traits, comme s'il ne pouvait pas y avoir de la diversité, de la variabilité. Et donc, dans cet accès à l'espace public, ce que les femmes deviennent, ce sont des sujets sociaux et politiques qui récusent la naturalité de ces places, qui récusent les lignes de partage dans les fonctions, dans les rôles sociaux. Mais les résultats sont fort ambigus. Les résultats sont fort ambigus et on l'a dit, Madame Simonis l'a rappelé, parce qu'en fait, on se rend bien compte que la mixité, ce n'est pas l'égalité. Les études menées en sociologie de l'éducation, en sociologie du travail, en sociologie des mouvements sociaux, en sociologie politique montrent que cette mixité n'est pas l'égalité. Je vous en donne quelques exemples que vous connaissez tous et toutes. La mixité scolaire n'évite pas une pratique de sociabilité monosexuée, qui exclut les femmes, ou les filles plus exactement. Les cours de récréation, par exemple, où filles et garçons se séparent. La mixité scolaire n'aboutit pas du tout à une insertion professionnelle égalitaire des femmes par la suite. Dans le champ du travail, la mixité ne se traduit pas par une égalisation des positions occupées, par des déroulements de carrière équivalents, et encore moins par la remise en cause des préjugés sexistes. Dans les mouvements sociaux, la mixité qui existe, elle ne débouche pas pour autant sur une remise en cause de la division sexuée du travail. Les femmes vont faire le café et les hommes ils vont faire les tracts. Les femmes iront éventuellement distribuer des tracts, mais elles ne prendront pas la parole en public. Mais c'est des éléments, ça nous paraît rigolo, mais vous allez voir que c'est un élément qui va être important par rapport à la question de la mixité et de la non-mixité dans les mouvements de femmes. J'y reviendrai. Donc on peut dire qu'on est passé de la ségrégation des sexes, qui est une exclusion des femmes dans la sphère publique, à une inclusion, mais que j'appellerais quand même une inclusion excluante, puisqu'elle va de pair avec des discriminations. Et aujourd'hui, la mixité fait partie de nos évidences, encore que, j'y viendrai, une sorte de sens commun. Comme si l'égalité était un fait qui était déjà là, ce qui reste à prouver, et à faire surtout, et comme si la mixité était la condition suffisante de la parité. Et tout ça demeure encore bien incertain. Le principe est admis, mais la réalisation est incertaine et bien contingente. Et vous aurez plusieurs exemples en tête, les différences de salaire, les différences de montant de pension, etc. Des carrières qui sont féminisées, d'autres masculinisées. Madame Simonis l'a rappelé. Alors, j'en viens au troisième moment de ma démarche. Pour que la mixité dans l'égalité, pas sans l'égalité, mais dans l'égalité se fasse, il faut une réflexion, il faut une réflexivité de la société sur elle-même. Et ça veut dire quoi? À mon sens, d'abord, bien sûr, l'établissement tout simplement d'un état des lieux, qui sera d'ailleurs fait
au plan numérique aujourd'hui. Savoir où il y a mixité, où il n'y a pas mixité, de manière spatiale, donc dans les différents espaces sociaux. Mais ça ne suffit pas. Parce que je crois que la mixité, c'est véritablement un processus en cours qui touche la recomposition des rapports sociaux entre hommes et femmes, la transformation des rapports sociaux entre hommes et femmes. Donc, c'est nécessaire d'avoir une approche descriptive des lieux et des degrés de mixité, mais c'est insuffisant. Il faut également raisonner en termes de rapports sociaux de genre pour voir quels sont les mécanismes qui reconduisent la hiérarchisation du masculin sur le féminin, qui reconduisent les divisions sexuées du travail dans toutes les sphères de la société. Parce que cette division, ce n'est pas uniquement dans la famille, c'est dans tous les espaces sociaux. C'est en politique, c'est dans les mouvements sociaux, c'est dans le travail, etc. Donc, ce qu'il s'agit de faire, quand je dis qu'il faut réfléchir à la mixité en termes de processus, de dynamique, c'est une dynamique qui vise à mettre fin à la monopolisation masculine sur les ressources économiques, matérielles, ressources politiques, symboliques, coercitives, répressives, etc. Parce qu'un seul exemple, pourquoi je parle de monopolisation masculine sur le pouvoir ou les ressources? Par exemple, quand vous dites qu'il y a une sous-représentation des femmes en politique, par exemple, avant en France, 5% de femmes à l'Assemblée parlementaire, ben ça veut dire 95% d'hommes. Donc, ce n'est pas la sous-représentation politique qui pose problème, c'est la monopolisation masculine sur le pouvoir qui pose problème. Et ce faisant, en fait, cette non-mixité subie, ou la mixité sans égalité, elles ne sont pas déconnectées l'une de l'autre, elles appartiennent à un même système qu'on appelle le système de genre. Alors je ne vais pas entrer dans ce que cela signifie en long et en large, d'autant plus que Sylvie Loesberg va vous parler de la question de la mixité et du genre, mais simplement, je vous l'ai déjà en fait un petit peu défini en disant c'est la hiérarchisation du masculin sur le féminin, voire la ségrégation du masculin et du féminin, la division sexuée du travail. Mais aussi, et ça c'est aussi important, parce que sinon il faudrait laisser tomber les bras, c'est le fait que c'est variable dans le temps et dans l'espace, le temps historique et dans l'espace géographique. Ça veut dire que les arrangements dans les rapports sociaux de genre, dans les rapports sociaux entre hommes et femmes, ces arrangements vont donner lieu à ce que l'on peut appeler un régime de genre, qui peut être différent. Le régime de genre n'est pas le même en France et en Belgique, ou dans des pays plus lointains, etc. Donc, la ségrégation des sexes et la mixité sans égalité que l'on connaît encore aujourd'hui appartient à des régimes de genre différents dans le temps. Alors, je vous signalais tout à l'heure qu'il faut aussi parler d'une non-mixité assumée. Les mouvements féministes des années 70 et encore maintenant, pour certains d'entre eux, assument une non-mixité. Donc, ce n'est pas la non-mixité subie, elle est assumée, elle peut être revendiquée. D'où c'est venu? En fait, c'est venu d'abord des luttes des Afro-Américains aux États-Unis, dans la lutte pour les droits civiques. Et ça a été repris par les mouvements féministes. Dans quelle optique? Dans une optique d'auto-émancipation. Un entre-soi qui permettait de réfléchir, de développer des pratiques, qui permettaient de déceler des mécanismes souvent inconscients de domination masculine. Et au fond, cette non-mixité était un outil, et est un outil pour lutter contre la domination masculine, pour lutter pour une mixité, mais une réelle mixité dans l'égalité, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Une mixité qui ne s'accommode pas des stéréotypes sexistes. Et puis enfin, il y a une deuxième non-mixité
qui est posé dans un tout autre contexte aujourd'hui, à savoir un contexte d'affirmation identitaire, notamment dans l'espace public sportif. Je pense par exemple au fait de réclamer des piscines non mixtes qui renvoient à l'idée de soustraire le corps féminin au regard masculin. Alors une telle non-mixité peut être interprétée de manière contradictoire et de manière différente selon les options philosophico-politiques. Dans une optique de laïcité que j'appellerais sans adjectif, c'est-à-dire qui récuse l'idée de la laïcité ouverte ou tolérante, une telle non-mixité va être vue comme l'outil d'oppression des femmes, une aliénation, un instrument de domination des femmes par les hommes. Par contre, dans une optique multiculturelle, cette idée de non-mixité peut être éventuellement acceptée ou du moins prise en compte dès lors qu'elle émane de la voix des femmes, dès lors qu'elle émane d'une parole non instrumentalisée par les hommes des femmes. Et dans une telle optique, rejeter la non-mixité serait vu comme l'expression d'un regard occidental racialisant vis-à-vis des femmes issues de l'immigration. Ainsi, les termes qui lient mixité et égalité, ici, dans ce cas-ci, semblent passer par le dilemme sexisme ou racisme. Faut-il choisir les victimes du sexisme contre les victimes du racisme? C'est un faux dilemme. J'y reviendrai. J'y reviendrai tout de suite dans mes conclusions. Donc, première conclusion, d'ordre théorique. Ne pas se limiter à des approches descriptives numériques. Elles sont importantes, elles sont fondamentales. Si on ne fait pas un état des lieux, on ne peut pas raisonner sans ça. Mais au-delà, il faut en passer également par des analyses sur les mécanismes qui font qu'il y a non-mixité dans tel ou tel espace social. Et les mécanismes ne sont pas nécessairement les mêmes, bien sûr. Et comment on passe d'un régime de genre à un autre régime de genre, un régime de genre de la mixité sans égalité à une mixité avec égalité. Donc, déceler les biais genrés androcentriques. Deuxième conclusion, d'ordre politique. Il faut promouvoir la mixité. Oui, sans doute. Parce que les stéréotypes sexistes n'ont pas disparu à l'école. Et il suffit de se rappeler, il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, la levée de boucliers réactionnaires qu'il y a eu en France contre l'idée d'instaurer des pédagogies non sexistes. Donc, le changement des mentalités est nécessaire, mais on ne peut pas se limiter à ce leitmotiv, parce qu'il n'y a aucune raison que les mentalités changent. Pourquoi est-ce que les dominants abandonneraient leur position de domination? Strictement aucune raison, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Les pratiques sexistes doivent être sanctionnées juridiquement, dénoncées politiquement et analysées sociologiquement. Alors, faut-il promouvoir la mixité à l'heure où le sexisme et le racisme semblent se présenter comme un dilemme? Oui, je pense. Mais la lutte contre les préjugés sexistes, dans ce cas-ci, doit prendre en considération l'imbrication des rapports sociaux entre hommes et femmes, des rapports de genre, avec d'autres rapports qui lui sont co-substantiels, à savoir des rapports de classe, parce qu'ils n'ont pas disparu, loin s'en faut, et des rapports ethniques ou racistes, donc des rapports qui racialisent ou qui ethnicisent les individus dans telle ou telle position. Un mot encore de ce point de vue. La non-mixité des cours de gymnastique dans le secondaire, du moins, est la règle dans notre pays, si je ne me trompe pas, a de quoi faire réfléchir, alors que de nombreux autres pays européens ont fait un choix inverse. On voit bien sûr poindre l'argument le corps d'une fille ou d'une femme est différent du corps d'un homme ou d'un garçon. Mais alors, and so what? Les cours de gymnastique
n'a pas pour but la compétition, que je sache de toute façon, mais plutôt la découverte et le contrôle de son corps. Et la mixité, je pense, est à même justement de jouer un rôle dans cette découverte et dans la déconstruction des préjugés sexistes qui entourent le corps. Et la non-mixité des cours de gymnastique, qui existe toujours, est-elle pour autant ressentie dans nos écoles comme le signe de l'oppression des femmes occidentales? Pas que je sache. Il n'y a pas, je crois, de dilemme entre sexisme et racisme, si on a à l'esprit deux choses. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est construire des groupes sociaux naturalisés, essentialisés. D'une part les blancs, d'autre part les basanés, comme s'ils avaient les mêmes traits, les uns et les autres. Mais il y a bien des hommes et des femmes dans chacun des groupes, des dominants et des dominés. D'autre part, le sexisme, c'est quoi? Procède également du même mécanisme. On construit des groupes sexués, les hommes et les femmes. Mais à l'intérieur d'eux, il y a des dominants, il y a aussi des dominantes. Bon. Et les femmes racisées ou ethnicisées, elles subissent le sexisme de leur groupe d'appartenance et le sexisme ordinaire auquel les femmes occidentales n'échappent pas elles-mêmes. C'est dire l'importance qu'il y a à promouvoir, je pense, la mixité et la lutte contre les préjugés sexistes dans des campagnes qui ne soient en faveur des droits des femmes, qui ne soient pas instrumentalisées politiquement par la droite et par l'extrême droite notamment. Mais pas uniquement, parce que vous avez quand même l'idée, dans le sens commun actuel, que l'égalité serait déjà là, qu'elle serait déjà réalisée. J'ai dit merci.